tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Au lendemain de la marche pour le climat, portrait des gardiens de la nature, des peuples autochtones à Greta Thunberg, ils protègent notre planète. Invité de 12h55 aujourd'hui dans la grande table des idées, la première lauréate du prix du livre d'écologie, la juriste Marine Calmet, et l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac, auteur de Un ours dans la tête, portrait décalé de la jeune icône suédoise. Mais d'abord, avec l'aide de scientifiques dont la biologiste Marie-Christine Morel, notre première invitée. Le metteur en scène Emmanuel de Marcy-Motta adapte le célèbre roman de Vercors, Les animaux dénaturés, et remonte, avec cette nouvelle création, aux origines de l'humain. Zo, où l'assassin philanthrope, est à voir jusqu'au 15 avril à Paris, au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Le directeur du Théâtre de la Ville, Emmanuel de Marcy-Motta, est également notre invité jusqu'à midi et demi. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. C'est lié, hein. Bonjour Marie-Christine Morel. On vous entend, les micros se sont rallumés. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Je vous prie de m'excuser pour ce petit non, couac. Je continue à parler avec Emmanuel. Vous avez raison, il faut que cette émission commence. Voilà. Bonjour Emmanuel de Marcy-Motta, bonjour. Bonjour, merci. Alors on donne des dates. On sait que le spectacle, la pièce aura lieu jusqu'au 15 avril. On ne sait pas exactement quand elle commence parce qu'on est encore dans une période mouvante pour cause de virus, pour cause de crise sanitaire. Il peut y avoir des cas de Covid. On peut déplacer plus ou moins la première, l'ouverture, mais ça devrait commencer cette semaine. Ça commencera cette semaine. Quoi qu'il arrive, puisqu'on s'adaptera, ça nous est arrivé. Cette période est celle de l'adaptation, comme on l'a déjà dit, de la nécessité de notre capacité à résister, à fabriquer, pour être au rendez-vous et tenir parole, comme on avait aimé l'écrire d'ailleurs avec des scientifiques et des artistes, autour de toutes les questions d'abord sanitaire. Donc effectivement, dans la troupe et au Théâtre de la Ville, malheureusement, il y a des cas Covid, donc on doit certainement reculer la première qui était prévue demain mardi à certainement jeudi ou vendredi. On le décidera en début d'après-midi. Voilà, et c'est partout pareil. On peut tomber les masques puisque le gouvernement, l'exécutif en a décidé ainsi. Ça ne veut pas dire pour autant que l'épidémie s'arrête net. À l'invitation du musée d'Orsay, dans le cadre de leur exposition Les origines du monde à l'époque, les origines du monde, l'invention de la nature au XXIe siècle, la science et la scène ont choisi de s'allier et vous incarnez l'un et l'autre, ou plutôt l'une et l'autre aujourd'hui tous les deux, pour nous raconter les origines du vivant. De quelles questions s'empare Zo, Marie-Christine Morel ? La question dont s'empare Zo est d'abord, c'est une question très très ancienne que tous les penseurs depuis l'Antiquité se sont penchés sur qui sommes-nous, d'où je viens et quelle est l'origine de l'humanité. Et puis à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Vercors et même certains écrivains qui ont fait de la science-fiction, et puis jusqu'à Vercors en 1952 et 1955, puisqu'il a écrit 2 textes à ce sujet. Et jusqu'à aujourd'hui, où Emmanuel de Marcy-Motta a repris le flambeau pour montrer l'actualité des questions posées par Vercors. En effet, tout ce qui concerne les origines de l'humanité peuvent se discuter aujourd'hui à l'aune d'une science très très nouvelle qui a une dizaine d'années, qui s'appelle la paléogénomique. Et alors que pendant des années, les chercheurs, les paléontologues ne cherchaient que sur pièces, c'est-à-dire sur des ossements fossiles, et essayer de mettre en rapport l'anthropologie et la paléontologie, et bien depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années, bien la génomique s'en est mêlée, et on a réussi à extraire des ossements fossiles de l'ADN et à remonter, donc à reconstituer le génome de Néandertal, qui fait partie de la lignée humaine, de notre lignée Homo, et qui a vécu avec les premiers Homo sapiens et qui s'est croisé avec les premiers Homo sapiens, si bien que nous avons des gènes de Néandertal en nous, au moins 2 ou 3% de gènes. Et cela donc soulève énormément de questions à partir de la pièce de Vercors sur à la fois le racisme, à la fois évidemment qui sommes-nous. Sur la question de la reproduction, on pourra en parler, c'est-à-dire
le Temple-Mort, qui est ce journaliste aventurier qui va inséminer, donner ses spermatozoïdes à une femelle tropie, et bien, dans le but de voir ce que cela donne, par curiosité scientifique, disons, intellectuelle, eh bien, un entrepreneur peu scrupuleux, Van Cruisen, lui, se dit tiens, ça pourrait être de la chair à canon, entre guillemets, c'est-à-dire de la chair tout à fait exploitable, corvéable à merci, sans salaire, sans droit, etc. Et donc voilà, il y a tout un débat. Et Temple-Mort, je termine là-dessus, Emmanuel va aller au-delà, mais Temple-Mort, lui, commet un acte irréparable puisqu'il veut que la justice s'empare de cette question. Qu'est-ce que l'homme ? Est-ce que l'homme... Voilà, comment définir l'homme Et dans ce contexte, celui des années 50, voilà. quand Vercors écrit son roman, d'abord Les animaux dénaturés, qu'il va lui-même adapter en pièce de théâtre, ça deviendra Zo ou l'assassin philanthrope. Il s'interroge, il se pose cette question dans ce roman, cette fable satirique, ce roman d'aventure paru en 52, adapté en 63. On va écouter Vercors, si vous le voulez bien. Vercors, cofondateur des éditions de Minuit, l'auteur bien connu du Silence de la mer, écrivain, homme engagé, anticolonialiste, profondément européen. On l'écoute revenir sur son idée de départ, sa quête du chaînon manquant, comme vous l'évoquiez à l'instant, Marie-Christine Morel. Visiblement, la décision d'appeler un certain animal, de ne plus l'appeler singe, mais de l'appeler homme, était totalement arbitraire. C'est de là que je suis parti pour inventer ce qu'on appelait à ce moment-là le chaînon manquant. C'était le tarte à la crème de l'anthropologie à ce moment-là, c'est-à-dire entre le dernier anthropopithèque, qui est encore très singe, et l'homme de Cro-Magnon, qui est vraiment comme nous. Et ce que j'ai l'idée, ça a donc été de faire une tribu de ce chaînon, qui n'est ni homme ni singe, et qu'il va falloir... dans les conditions où je le mets, il va falloir décider s'ils sont ci ou sont ceux-là, mais pas de façon arbitraire, d'une façon impérative. Voilà. Qu'est-ce qu'il entend par là, Vercors, Emmanuel de Marcy-Motta, quand il dit pas de façon arbitraire, mais de façon impérative ? Je pense que le premier élément sur lequel je vais me permettre de revenir, c'est que vous avez parlé des années 50, c'est-à-dire qu'on est à la sortie d'une guerre. On est à la sortie d'une guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. On connaît les textes de Hannah Arendt aujourd'hui et d'autres qui nous interrogent sur qu'est-ce que l'homme, mais c'est-à-dire notre capacité à détruire aussi, et pas seulement ce qui nous distingue de l'animal. Au fond, comment voulons-nous nous définir du point de vue éthique aussi, moral, et dans notre capacité de révolte, puisque c'est un des termes que va utiliser Vercors. Camus, je vous le rappelle, écrit L'homme révolté en 1953. Donc on est dans des dates extrêmement proches. L'état de siège, qui était un texte que j'ai mis en scène d'Albert Camus, qui est peu monté, est écrit en 1948, à partir de la peste. Les sorcières de Salem d'Arthur Miller, sur les que Vercors édite aux éditions de Minuit, puisqu'il est éditeur. C'est aussi un texte de 1953. Et puis Ionesco, j'ai fait le rhinocéros il y a 15 ans, c'est 1958. Pourquoi ? Parce que finalement, toutes ces œuvres littéraires, poétiques, font ce lien, je dirais, avec le caractère scientifique et aussi la problématique de l'histoire, c'est-à-dire comment le passé est dans notre présent et comment notre présent est fait de notre passé et comment alors construire un avenir à partir de ce que nous savons de pire et en même temps de notre capacité à tenter de faire autrement. Pour cela, il faut une démarche. Il faut une démarche qui est tentée alors de définir qu'est-ce que l'humanité, puisqu'on ne dira pas l'homme aujourd'hui, mais notre humanité, où est-elle ? Le lien avec, évidemment, la recherche scientifique est essentiel. Et Vercors lui-même avait cet intérêt profond dans ce rapport entre l'art et la science. Lui-même s'interrogeait et aimait la paléontologie, était un être curieux des autres disciplines. Au fond de lui, il vivait avec la curiosité. Il était dessinateur, vous l'avez dit, mais il avait en lui, pour toujours, cette curiosité face au mystère de ce que nous sommes. Et lorsque j'entendais Marie-Christine Morel nous rappeler aujourd'hui des découvertes récentes sur le génome, que lui-même ne pouvait pas connaître, c'est-à-dire l'idée que la science, de toute manière, avance et que chaque fois qu'elle trouve quelque chose, cette chose sera infirmée plus tard par une autre découverte. Donc que ce que nous savons maintenant n'est pas définitif, que ce que nous savons sur notre propre passé
et notre propre présent n'est pas définitif. Et la science nous oblige à nous rappeler à cette question, qu'en aucun cas le dogme ne peut alors s'imposer comme quelque chose. Et cela pose alors la question de l'éthique, et je dirais la question politique, dans le sens noble, entre l'art, la science, la société, l'humain, l'Europe. Vous avez dit qu'il était européen, Vercors. Il faut rappeler alors justement, c'est pour ça que je me permettais de revenir aux années 40, aux 2 guerres mondiales, au moment où nous-mêmes, nous sommes face à une guerre aujourd'hui. Et donc toutes ces questions sont forcément, sans vouloir être trop générales, et ensuite il faut rentrer dans le particulier, profondément entrelacées. Marie-Christine Morel. Oui, moi, je reviens sur je continue ce que vient de dire Emmanuel, qui est extrêmement important, à savoir que créer des êtres et les mettre en batterie, ce fut l'ambition des nazis dans les Bensborn. Et donc, si vous voulez, cette question taraude, c'est une question idéologique qui taraude certains politiques. Et la question qui est posée également dans le livre de Vercors est celle de la reproduction, donc, puisque des spermatozoïdes sont inséminés à une femelle qui est animale, qui est un animal, puisque les tropies sont des paranthropes. Et à la fois dans la lignée humaine, eh bien, cela pose toute une série de questions que les scientifiques se posent aujourd'hui, à travers l'utérus artificiel, à travers les gamètes artificiels. Est-ce que nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants feront les enfants comme nous les faisons aujourd'hui? Est-ce que donc la porte est ouverte au plus grand eugénisme, c'est-à-dire que si on fabrique dans des utérus artificiels, avec des gamètes artificielles, des embryons que l'on pourra choisir, enfin qu'ils pourront choisir, qu'elles pourront choisir, eh bien, qu'en sera-t-il de la femme, d'une part, qui est la première génitrice de l'humanité, et voilà, donc la science avance, mais et la science avance en pensant, c'est-à-dire que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, comme le voulait Descartes, mais jusqu'à quel point toutes ces questions sont-elles pensées, discutées? Il y a une question fondamentale aujourd'hui qui se pose à tous les scientifiques, c'est la question du transhumanisme. Peut-on augmenter l'homme? Peut-on le modifier? Et je crois que ce texte de Vercors est absolument moderne, d'une modernité extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important d'aller le voir, de voir cette mise en scène révolutionnaire aussi. Oui, et comme toutes ces pièces évoquées par Emmanuel de Marcy-Motta, parce que toutes ces questions-là sont dans la pièce. Voilà, écrites dans les années 50 et que vous montez aujourd'hui de Ionesco à Vercors, vous l'évoquiez à l'instant. Mais j'aimerais quand même juste revenir sur ce drôle d'alliage entre science et théâtre que vous incarnez l'un et l'autre aujourd'hui. C'est vrai que quand on se pose des questions biologiques sur l'homme, qu'est-ce que l'homme d'un point de vue biologique? On a tendance à aller regarder du côté de la science et du côté ou dans un laboratoire. Et quand on se demande un peu qu'est-ce que l'homme d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, on peut aller regarder plutôt dans les livres ou du côté de la scène et du théâtre. Or, vous fusionnez les deux aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parfois contradictoire? Autrement dit, pourquoi vous vous êtes entouré d'une équipe de scientifiques, Emmanuel de Marcy-Motta? Est-ce que cette vérité scientifique, elle ne s'oppose pas aux lois de l'imagination? Alors, avant de répondre à la question très précise sur l'opposition entre science et imaginaire que vous posez, d'abord, cette démarche, elle n'a pas commencé avec la rencontre avec cette pièce à monter avec la troupe d'acteurs. Elle a commencé il y a quelques années avec Jean Audouze en particulier, qui est astrophysicien, qui est maintenant depuis 3 ans scientifique associé au Théâtre de la Ville. On lui a créé un statut. Jean m'a aidé à rencontrer Marie-Christine, qui est aujourd'hui présente grâce à votre invitation et grâce au travail que nous faisons ensemble finalement, enfin présente dans cette émission autour de ce travail. Il y a également Denis Lamy qui a créé le Futuroscope à Paris, qui est à Poitiers, excusez-moi, qui est un très grand architecte. Donc, vous voyez, il y a aussi une neurochirurgienne, Karine Karachi, et David Grabli, un neurologue. Donc, cet équipage sur ce navire qu'on appelle un théâtre aujourd'hui est une manière de questionner qu'est-ce que le théâtre. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un théâtre est uniquement un lieu aujourd'hui de représentation de spectacle, ou est-ce qu'il est, comme il l'a toujours cherché à l'être,
un lieu qui permet de réunir des pensées différentes, des approches complémentaires parfois qui s'opposent, bien entendu, qui vont rentrer donc en débat. Et le débat aujourd'hui existe avec François Regnault, que je dirais qui vient de l'humanisme, des sciences humaines, pardon, et pas des sciences dures, comme on dit, et d'autres qui font partie de l'équipe. Je dirais ceux qui ont été lacaniens ou qui le sont, ceux qui sont neurologues, l'opposition entre la neuroscience et la psychanalyse. Ce sont des questions essentielles aujourd'hui. Le lieu du théâtre nous permet alors de nous réunir et de travailler un petit peu ensemble, chacune et chacun d'entre nous. Continuons notre propre chemin. Il ne s'agit pas de se remplacer l'un à l'autre, il ne s'agit pas de parler à la place de l'autre, il s'agit de pouvoir donner une parole à l'autre. Et que cet autre, cet endroit de l'altérité finalement, qui est l'Europe et le théâtre, je pense que le lieu de l'Europe et le lieu du théâtre, c'est le lieu des différences. Et ce sont ces différences qui doivent se retrouver. Quelle est notre humanité au sein d'un théâtre, au-delà des questions de diffusion artistique, au-delà des problématiques que nous connaissons, dites culturelles de notre propre pays, mais qui nous enferment dans, finalement, je le pense, une incapacité à voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Quand on prend la question du transhumanisme, en une seconde, le toboggan, nous sommes déjà dedans. C'est pas une secte qui travaille dans un coin, contrairement à beaucoup de personnes de la culture peuvent penser. Ce sont des expériences réelles. Moi, j'ai été aux États-Unis, en Asie, dans beaucoup de pays du monde au cours de ces 15 dernières années, et j'ai eu la chance de rencontrer des très grands scientifiques. Donc, nous avons besoin aujourd'hui de chercher ensemble. Vercors, comme d'autres auteurs, poètes, nous permettent l'opposition entre le poète curieux, l'imagination libre, l'imagination au pouvoir ou le pouvoir de l'imagination. Il y a des scientifiques qui n'en ont pas d'imagination, mais il y en a qui en ont. Il faut trouver les bons. Voilà. Je crois que l'enjeu est quelle est la part de poète dans le scientifique. Et cette part d'inconnu, comment on travaille dessus. La part de poète, la place du doute aussi. Oui, la place du doute. Qui est présente des deux côtés. Moi, j'adhère totalement à tout ce que vient de dire Emmanuel. Il y a quelque chose qui passe toujours sous la table, pour parler familièrement, c'est que qu'est-ce que c'est que l'activité de recherche ? L'activité de recherche, c'est une activité créatrice. Et c'est en ce sens-là, je crois, que art et science se rejoignent. C'est-à-dire que, évidemment, la science est très dépendante de la technologie, mais au-delà de la technologie, il y a l'imagination. Et je vais vous donner 2 citations quand même. D'abord d'Einstein, qui disait que l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, parce que l'imagination est illimitée, alors que la connaissance est limitée. Donc Einstein, c'était quand même un grand scientifique, et vous voyez qu'il était tout à fait ouvert à l'imagination. Et puis il y a un aspect aussi dont on n'a pas encore parlé à propos du livre de Vercors, qui est la justice. Comment procède la justice ? Voilà, d'où la forme du procès que vous avez choisi pour cette pièce. Je vais refaire une deuxième citation, après je m'arrête, de Lacan. Lacan qui disait « le réel du droit, c'est le tordu ». Et je trouve que cette citation s'applique extraordinairement bien à la pièce, à la manière dont Vercors montre le déroulé du procès et les interventions des uns et des autres au cours de ce procès. Alors, qui sommes-nous ? À cette question, vous répondriez quoi, Marie-Christine Morel ? Qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes des êtres vivants. Donc, vous avez parlé de l'origine de la vie tout à l'heure. Et de l'origine de la vie, tout a commencé il y a plus de 4 milliards d'années. Et nous, notre espèce humaine, Homo sapiens, nous sommes une très très jeune espèce. Nous n'avons que 300 000 ans. Donc comparons 300 000 ans à 4 milliards d'années, vous voyez que nous sommes vraiment très très jeunes. Et cette jeune espèce, eh bien, elle a développé son cerveau de manière tellement extraordinaire qu'elle se croit vraiment en possession de la nature. Et une espèce vivante, normalement, vit environ 5 millions d'années. Donc nous avons encore de la marge, sauf si nous nous acharnons à détruire la nature. Donc l'espèce, qu'est-ce qu'être vivant ? Quelle était la question ? Oui, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Eh bien, quels hommes sommes-nous ? Ce que la science essaie de montrer, c'est toute une série de caractéristiques qui font que l'être humain, l'être vivant que nous sommes s'exprime, mais nous sommes plus que cela. Nous sommes des êtres psychiques, nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres culturels, et c'est la raison pour laquelle
art et science doivent avancer main dans la main. Tous nos malheurs parviennent de ce que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils sont, disait Vercors, et ne s'accordent pas sur ce qu'ils veulent être. C'est donc cette question que vous poursuivez, cette question que vous avez cherché à élucider ensemble dans cette pièce à voir dès cette semaine au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Ce sera jusqu'au 15 avril à Paris, Zo ou l'assassin philanthrope, adaptation de Vercors. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Qui sommes-nous? Quelles sont les valeurs aussi qui nous unissent? C'est une question qui se pose de manière aiguë, particulière, vive aujourd'hui. Emmanuel de Marcy-Motta. Le Kiev City Ballet s'est produit mardi dernier sur la scène du théâtre du Châtelet, le théâtre de la ville que vous dirigez, partenaire aussi de cette initiative. Il a d'ailleurs été décidé que le ballet resterait en résidence en France pour continuer à créer. Vous avez lancé, vous, Emmanuel de Marcy-Motta, l'appel européen à l'aide, à la solidarité avec les artistes ukrainiens. Est-ce que cette mobilisation des lieux de culture en France pour accueillir des artistes ukrainiens est en train de porter ses fruits, et même peut-être au-delà de nos frontières, puisque vous avez aussi contacté d'autres scènes européennes? Alors, le point est exactement celui-là. C'est ce qui fait le lien. Je pense que la question de la migration, les questions des migrations que nous connaissons, et Vercors en parlait, je veux dire, sans vouloir forcer, parce qu'on le voit bien que ce sont des préoccupations que nous traversons. Marie-Christine Morel, je reviens une seconde dessus, parlait du rapport à la nature. Ce rapport à la nature est dans l'œuvre, et c'est ce qui nous réunit entre les scientifiques et les artistes. C'est aussi comment nous allons prendre soin les uns des autres. On a un virus et nous avons une planète. Ensemble, qu'est-ce que nous décidons de construire? Ça, c'est les enjeux du 21e siècle. En tout cas, c'est de cette manière-là, moi, que j'essaye de les travailler. Sans prétention, mais en essayant de les partager. Voilà, Quant on a à la un question virus et maintenant on a une guerre. Voilà, alors et on n'a toujours qu'une planète. Et puis on en aura d'autres. Mm. On en aura d'autres, des grandes crises. Les crises du 21e, quand j'ai osé dire, nous sommes dans le toboggan face à la question du transhumanisme, Marie-Christine Morel l'a moins clairement dit que moi, mais nous échangeons beaucoup dessus. Nous savons qu'à 10 ans, 15 ans, nous avons des questions extraordinairement compliquées à travailler. Oui, parce qu'on a cité Vercors, Emmanuel de Marcy-Motta, mais on pense aussi à votre mise en scène de l'état de siège de Camus, que vous citiez tout à l'heure, c'était il y a 5 ans, et qui interrogeait le pouvoir destructeur de sentiments comme la peur, comme la colère aussi, et les conditions de la résistance. On est dans un moment assez camusien. Totalement. Et je pense qu'on est entré dans ce moment camusien depuis quelques années. Ce n'est pas à l'instant. Ce moment camusien qui nous interroge, où Camus est revenu d'ailleurs sur le devant de la scène. On voit bien, quand j'ai fait l'état de siège, on en parlait, on en a parlé ensemble, à France Culture et ailleurs, autour de cette question de notre capacité à résister. Et quel est notre engagement? La question de notre engagement, qu'il soit individuel d'abord. Avant de parler de solidarité collective, est-ce qu'on est capable de donner un prix à cette solidarité? Qu'est-ce que cela coûte, la solidarité? Aujourd'hui, ça va être la question pour les États européens. Il y a un prix à cette guerre, et tout le monde va y passer. On le sait, je ne vais pas commenter l'actualité, mais on voit bien que notre problématique, nous qui recevons des subventions, qui nous sommes un théâtre public, une radio publique, quel va être notre engagement, quelle va être notre capacité urgente à construire. Alors dites-nous, si on comme ça va prend passer sur la vite, question de l'Ukraine, qu'est-ce que la culture peut faire? Aujourd'hui, moi j'ai lancé effectivement un appel européen mardi dernier qui a été suivi, et je dis bien européen, parce que on ne pourra pas être que français dans cette question. Alors moi je suis à l'aise puisque je suis portugais et français et président de la saison France-Portugal. Donc les enjeux entre plusieurs pays, États, nations, comme on dit, au sein de cet espace européen est déterminant. Il va falloir travailler ensemble. Les positions ne sont pas les mêmes. Le Portugal a accueilli énormément d'Ukrainiens au cours de ces dernières années, depuis longtemps. Donc là, l'enjeu est, est-ce que des théâtres, des lieux de culture sont capables de mettre en résidence des artistes, des intellectuels et des journalistes qui vont devoir quitter l'Ukraine ou qui sont en train de le faire et qui vont quitter la Pologne bientôt pour se retrouver aussi en France et ailleurs. Première question. Nous devons le faire. Nous avons lancé ce mouvement et ce moment avec la maire de Paris au Théâtre du Châtelet avec le Kiev City Ballet, qui est donc en résidence concrètement à Paris, plus de 30 danseurs. Deuxièmement, ils doivent rencontrer des danseurs. Ils l'ont fait avec Aurélie Dupont mardi dernier. 30 danseurs de l'Opéra de Paris se sont joints à nous et étaient présents pour travailler avec eux. Donc un lieu de travail, pour être concret, un lieu d'hébergement, une capacité d'hébergement. Nous étions en réunion avec la ville de Paris ce matin, avec la DGRI, les Affaires internationales, pour savoir quels sont les lieux d'hébergement possibles. Comment est-ce que c'est pour une personne isolée, pour des familles? Donc voilà, tous ces
cadres sont posés cette semaine. Le faire à plusieurs et coordonner. La question, c'est la capacité de coordonner ces actions et de ne pas simplement avoir une action individuelle. Donc on va avoir besoin de cette coordination. Ça, c'est le premier mouvement, il est en place. Deuxièmement, le Kiev City Ballet, oui, les théâtres ont répondu à l'appel. En France, le Capitole de Toulouse et le ballet va les accueillir et ils vont être présents. Il va falloir construire au moins jusqu'à l'été cette séquence. Je voulais vous poser, Emmanuel de Marcy-Motta, la question du boycott quand même des artistes russes qui ne seraient pas perçus comme immédiatement dissidents et de l'art russe, parce que les questions se sont posées ces derniers temps avec des annulations, des démissions, avec aussi des expositions suspendues ou en question. On voit un chef d'orchestre comme le directeur musical du théâtre du Bolchoï et de l'Orchestre national du Capitole, Tougan Sokiev, se dire victime de la culture d'annulation et contraint de démissionner. Face à la guerre, est-ce que la culture doit rester un espace de paix, un espace neutre? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Être un espace de paix, d'abord, ça n'est pas être un espace neutre, pardon. Travailler à la paix, ça n'est pas la neutralité. L'engagement pour la paix, c'est-à-dire que la culture, le lieu de la culture, les théâtres, les artistes, les poètes, je dirais même les journalistes, les intellectuels, doivent pouvoir s'exprimer. À travers leur art. À travers leur art, Est-ce que c'est forcément aussi à travers des prises d'opposition publiques? Sachant que c'est compliqué pour certains artistes, on peut l'imaginer. Mais on ne peut pas demander, alors on va être très clair, la France en tout cas, qui des fois se prend un peu pour le grand frère de tous les pays européens, doit d'abord retrouver, je dirais, un calme pour ne pas être un pays donneur de leçons à nos amis portugais, italiens et autres, avec son couple éternel que nous connaissons, qui est l'Allemagne. Nous avons besoin de ce couple, on le sait, pour une structure européenne, mais on a besoin aussi aujourd'hui d'une coopération européenne fondamentale, égalitaire. Il faut la travailler. Pour cela, nous avons besoin, ensemble, avec d'autres structures culturelles, justement, qu'est-ce que ça veut dire culturel? C'est-à-dire des lieux qui pensent et qui présentent des liens avec les scientifiques, des liens avec des artistes, des liens avec toutes les données, pour essayer d'une société, pour essayer justement de permettre à celles et ceux qui sont russes, pour être clair, demain, d'être programmés, et de ne pas les obliger systématiquement à prendre position parce que c'est une question très complexe. Donc on a besoin d'être délicat sur ce point, de ne pas supprimer les programmations où il y a des artistes russes. Vraiment, ça, en tout cas, c'est ma position. Et elle amène le débat, la discussion. Sinon, j'élimine moi-même tous les artistes russes de la programmation du Théâtre de la Ville la saison prochaine. C'est hors de question. Il y aura des artistes ukrainiens. Et nous devrons mettre en dialogue. Le lieu du théâtre et de la culture, c'est la capacité à mettre en dialogue pour essayer de repousser la polémique et un esprit guerrier. Merci. C'est ça notre enjeu. Beaucoup, Emmanuel de Marcy-Motta. J'imagine la question se pose pareil dans les universités et dans les centres de recherche. Oui, absolument. Il y a eu des communiqués très très clairs de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la part des présidents d'universités, de la part du président du Muséum national d'histoire naturelle. Donc évidemment, tous les chercheurs ukrainiens et russes qui sont dans nos laboratoires et les étudiants continuent à travailler, et la solidarité est totale et entière vis-à-vis des Ukrainiens sur place et des chercheurs russes qui sont pris en otage en quelque sorte dans cette espèce d'agenda meurtrier. Merci beaucoup Marie-Christine Morel, merci à vous Emmanuel de Marcy-Motta. Toutes les dates sont à retrouver sur notre site franceculture.fr.